Oui, je vous en prie, on va vous passer un micro. Et ensuite, Jérôme. C'est là. J'avais une petite question qui était par rapport aux images, parce que vous avez beaucoup parlé d'analyse d'eye tracking et d'images. Je voulais savoir si vous travailliez avec des gens qui analysent les images plus classiquement pour comparer la réception des images. Je pense à des esthéticiens et si vous coupliez systématiquement les données d'eye tracking avec des témoignages, des questionnaires à la fin pour comparer les données. Oui, mais encore une fois, là, je vous ai donné c'est vraiment des images tests. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait encore d'expérimentation. Et l'idée, c'est évidemment de coupler d'abord avec des spécialistes, on va dire, de visual studies, mais donc tout champ confondu, parce qu'en plus, il y a non seulement ce que vous indiquez sur les spécialistes d'esthétique, mais aussi les spécialistes du regard. Donc ils vont vous dire qu'a priori, le regard est plutôt attiré par tel contraste ou telle image et telle autre. Donc évidemment, pour les conclusions qu'on a à tirer, c'est absolument indispensable. Donc je suis entièrement d'accord avec vous. Et par ailleurs, grâce à l'Institut des sciences sociales du politique et à Sarah Gainsburger en particulier, qui a développé cela, on va avoir une série de questionnaires, des questionnaires très approfondis pour le eye tracking. Parce que pour les capteurs, c'est un peu plus compliqué. On pourra le faire au coup par coup, mais évidemment, le eye tracking tout spécialement. Mais alors là, c'est très intéressant du point de vue théorique et méthodologique. J'étais très gêné dans ce que je vous ai montré d'ailleurs. Vous avez peut-être pu le sentir quand je voyais des images de personnes qui regardaient tout et qui voyaient tous les textes. Et c'était des expérimentations faites par des psychologues. Et c'est là où on voit la nécessité de bien marquer les disciplines. Le questionnement d'origine, qui fait le questionnement d'origine? On le fait en commun, mais qui mène, qui est pilote? Bon, si c'est le psychologue, ou si c'est le neuro, ça sera mon grand ou ma grande, tu vas regarder tout, en détail, bien en détail, les textes, tu vas me les lire, et à la fin, on va discuter. Bon. Mais moi, c'est pas ce qui m'intéresse. C'est des tests sur la mémoire, c'est passionnant. Enfin, ça va m'intéresser. Il faudra que je revienne dans la boucle à la fin pour donner évidemment, participer de l'explication du dispositif. Mais moi, ce qui m'intéresse comme historien, si je suis pilote, et je serai pilote dans une des expérimentations, ça sera mon grand, ma grande, tu fais ce que tu veux. Il y a des contraintes techniques qui sont liées au eye tracking, mais sinon, tu fais ce que tu veux. Parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est le décalage éventuel ou le lien entre ce que moi, historien ou un autre historien, a pu mettre dans la scénographie, ou ce que le scénographe a voulu mettre, et la façon dont la personne se l'approprie. Voilà. Pour dire que la transdisciplinarité, c'est aussi une somme de disciplines et des approches différentes. Donc effectivement, les questionnaires ne seront pas les mêmes. Merci. Il y a une question là et Jérôme Vallée. Il y a trois... Oui. Non mais groupez les questions parce que sinon... Non, ouais, je me connais. Et en fait, je suis pire que Bernard encore. Puisqu'il s'agit de la mémoire, est-ce que vous avez fait est-ce que vous faites des études aussi par rapport aux gens, c'est-à-dire la génération? Puisqu'en fait, la question de transmission de la mémoire historique, entre autres, c'est effectivement tous ceux de notre génération qui ont vécu, disons, l'époque du 11 septembre, se souviennent exactement à quel moment ils étaient, etc. Bon. Par contre, pour les jeunes... Et le 10 septembre, t'étais où? Comment? Et le 10 septembre, t'étais où? Je me souviens exactement dans quel endroit. Non, le 10. Hein? Le 10? Ben non, je ne sais plus. Voilà. Non, mais ça fait partie du petit test amusant. Donc, ma question, c'est la transmission, c'est pour les générations qui n'ont pas été contemporaines. Je te répondrai. Et comment vous étudiez ça et comment vous adaptez justement les lieux de mémoire pour essayer de transmettre? Jérôme. Oui, moi j'ai une question qui...
l'idée d'un fait ce que voudra en fait dans l'écart des disciplines, par rapport à ce que vous expliquiez sur le changement paradigmatique dans l'article que vous avez présenté succinctement, dans le point 2 évidemment, c'est la construction de l'objet, et en fait après vous y répondez d'une certaine façon en disant qui pilote. Et donc la question c'est est-ce que comment dire, dans la transdisciplinarité il n'y a pas un moment en fait de problématisation commun et qui me semble fondamental et en fait par exemple sur le choix de l'événement, puisque moi je sais pas, vous d'ailleurs vous êtes vous êtes comment dire très impliqué, mais j'ai entendu dire, alors peut-être que c'est faux, que le général de Gaulle, par exemple, ne souhaitait pas en fait que le débarquement soit comment dire, fêté comme une fête très importante, tout simplement parce que les Français n'y ont pas assisté directement. Ce qui veut dire évidemment que la reconstruction de la mémoire, et en particulier ce qui s'est passé cette année, en fait, peut être interprétée dans un prisme assez intéressant, en fait, comme étant en fait une dénégation de la France, tout simplement parce que, eh bien, on donne la main aux alliés, qui en fait nous ont libérés, quoi. Ce qui, d'une certaine manière, rétrospectivement, pose la question de la nature de l'événement, de faire histoire d'un événement, etc. Et donc, en fait, ma question, c'est la question de la problématisation. Est-ce qu'il n'y a pas des disciplines qui auraient tendance à s'imposer en fonction de leur historicité, voire même en fonction de leur fonctionnalité contemporaine? Ça, c'est ma première question. Et deuxième question, c'est dans la problématique, comment dire, du troisième point, c'est-à-dire en fait la modélisation. Le big data, s'il n'y a pas de problématisation, qu'est-ce que ça amène, quoi? Est-ce que ça amène pas en fait disons des sets de données considérables, une production très intéressante en fait d'éclairage, mais qui ne sont pas organisés par un point de vue? Bon, je vais commencer. Jérôme, excuse-moi, parce que sinon je vais complètement oublier. Et, bon, alors... Merde, j'aurais dû noter. Rappelle-moi, sur la première question, c'était sur... La problématisation. Non, mais je reviens... Par rapport au cas de l'âge, des contemporains des événements. Oui, alors par rapport aux générations, ben ça guide les expérimentations. C'est-à-dire que, par exemple, on va travailler avec les classes pour avoir le point de vue d'aujourd'hui, on va dire, et déjà d'ailleurs avec un proviseur qui va nous envoyer quelques classes, lui ce qui l'intéresse comme pédagogue, parce qu'il y a aussi le questionnement du pédagogue, c'est je t'envoie des troisièmes, je t'envoie des premières, donc qui ont la question au programme, et je t'envoie des secondes et des terminales, parce que c'est un an après, voire même 4 ans et 1 an après. Donc, voilà, donc on aura cet exemple-là. On va évidemment prendre des gens, des ensembles, des corpus de personnes tests de nationalités différentes, d'âges différents, donc ça c'est prévu, oui, donc, bien entendu. Alors ça renvoie, et ça fait le pont avec l'autre question, sur ce que moi j'appelle les régimes de mémorialité, c'est-à-dire que, bon, je suis évidemment emprunté à ce que Lanclus et Hartog, quand ils parlent de régime d'historicité, mais c'est pas l'histoire pour moi, c'est justement par rapport à la mémoire. À toute période, il y a une dominante dans l'appropriation du passé pour son utilisation dans une construction identitaire dans le présent. Bon. Et ça permet de déterminer évidemment des figures structurantes. Donc, on a la figure du héros, qui est une figure structurante dans les années 50-60, surtout après le retour de Gaulle, puis évidemment dans la mémoire française de la Seconde Guerre mondiale, puis la figure de la victime juive, qui sera au cœur du régime de mémorialité qui se construit en France dans les années 80, et surtout les années 90. Évidemment, ça va avoir un impact. Et ça va avoir un impact. Regardez, on peut fouiller sur nos témoins. Si j'interroge un résistant, si j'avais interrogé un résistant, ou j'ai pu faire il y a 30 ans, bon, vous l'interrogez il y a 30 ans, il y a 40 ans, ou vous prenez son témoignage, s'il n'a pas eu rapport avec la question de la solution finale, de la résistance de sauvetage, bon, il ne va pas parler des Juifs. Mais le même témoin, 20 ans plus tard, nécessairement va parler de l'étoile juive, de la déportation, etc., pour parler de lui-même.
C'est-à-dire qu'inconsciemment, il sait que c'est une porte d'entrée nécessaire pour légitimer son propre témoignage. Et c'est cette interaction-là qui m'intéresse. Là, c'est de l'évidence, je n'ai pas besoin des big data pour me le prouver. Mais on va avoir des choses comme ça. Cette interaction-là m'intéresse. Et alors, dans ce que tu évoques sur les big data, simplement les big data, c'est pas, il faut que ça soit problématisé avant, parce que sinon, je veux dire, moi, l'utopie de la scientificité m'intéresse pas du tout. Je suis pas un scientiste du tout. Mais en revanche, si je veux pouvoir travailler sur la mémoire collective, je préfère avoir l'ensemble des émissions sur la Deuxième Guerre mondiale, enfin des journaux télévisés, parce que je me dis que là, je dois pouvoir trouver quelque chose comme le discours dominant sur la Deuxième Guerre mondiale pendant 60 ans. Et c'est plutôt sympa. Voilà. C'est pour ça que j'ai besoin des big data. C'est tout. Et quand je veux voir mes visiteurs de musée, si j'ai des capteurs électroniques, j'ai 400 000 visiteurs par an. Si j'ai pas de quoi traiter les 400 000 visiteurs an, avec en plus éventuellement travailler sur les déplacements, voilà, bah, ça va me manquer pour pouvoir tirer des conclusions sur les comportements des visiteurs de mémoriaux. Bon, mais effectivement, l'interaction entre la transdisciplinarité, jusque-là, je ne parlais que de transdisciplinarité parce que je considérais qu'effectivement, et c'était le cas de notre affaire, on s'était posé la question en commun et on travaillait en commun. Sauf qu'à un moment donné, pour l'expérience, on s'aperçoit que dans certaines expériences, le pilote va avoir un questionnement différent. Et donc, il va falloir respecter son questionnement, sinon on passe à côté. Si j'impose mon protocole d'historien, le neuroscientifique ne va pas rien pouvoir faire de la visite en question. Voilà. Mais en revanche, il m'en dira des choses après, bon, on parlera ensemble pour exploiter les données. Et inversement, quand je vois que quelqu'un passe 10 minutes pour lire un texte parce que le texte est très long, si je sais qu'on lui a donné comme consigne de lire le texte, évidemment, ça change les conclusions que je vais pouvoir en tirer. Voilà. Je vais juste dire un petit mot. Les big data, il faudrait qu'on précise ce qu'on appelle big data. Parce que le traitement de données, ce n'est pas les big data. Donc, ce qui constitue, pour moi, les big data, c'est le fait de court-circuiter des modèles pour prétendre le faire, prétendre qu'il n'y en a pas, en remplaçant ça par les corrélations produites par des algorithmes. Donc, par exemple, ce que fait l'IMSI, je connais bien, c'est moi qui ai lancé la collaboration entre l'INA et l'IMSI, c'est pas des big data du tout, c'est de l'analyse de données. Voilà. Et l'IMSI ou la lexicométrie, c'est de l'analyse de données, par exemple. Voilà. Par contre, je dis ça, mais j'y reviendrai peut-être tout à l'heure en conclusion. La question, c'est le statut de l'analyse. Et dans la question que tu posais, comment on passe de l'analyse à une synthèse, transdisciplinaire ou pas. Voilà. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Une question que j'ai trouvée très intéressante, que vous a présenté sur notamment le suivi des trajets des yeux sur les images. Ça crée vraiment des sens qu'on n'avait pas, quoi, hein, sur la façon dont les personnes abordent les images. Et ça rejoint je participe à un programme de recherche là, à l'UTC sur l'apprentissage avec des informaticiens sur l'apprentissage en mobilité dans les musées et les visites de monuments de centre-ville. Et dans ce programme-là, on travaille sous un autre angle qui est celui de à la fois de la géolocalisation des personnes et de l'interaction en direct avec un apport aux personnes, soit de son par des casques qu'ils prennent à l'entrée des musées, soit de réception sur smartphone, aussi bien du son que de texte. Et je me demandais si vous aviez fait ou envisagé de mettre en relation ce type de système, de dispositif d'apprentissage en mobilité avec justement les comportements visuels des gens face à ces images. Tu vois, c'est-à-dire, s'ils ont un casque qui leur décrit l'image, est-ce que leur regard tendanciellement varie dans la perception de l'image ou pas? Ce qui nous intéressera, évidemment, c'est de comparer les réactions des visiteurs équipés d'audio-guides avec des visiteurs sans audio-guide, bien sûr. Là, ce matin, il y avait une réunion de travail de l'AMICO, qui est un projet
qui est tout à fait proche de ce que tu m'indiques, et je vois bien que tout ça s'emboîte. C'est en train de bouger énormément dans ces domaines-là. C'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup, tout ce qui tourne autour de Memory Studies, les Museum Studies, les Visual Studies. Là, il y a quelque chose qui est en train de se construire, qui d'ailleurs, du point de vue épistémologique, nous interroge beaucoup. Et donc, je suis d'accord, mais en même temps, les journées n'ont que 48 heures, donc c'est compliqué. Mais je suis d'accord avec toi que ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir prendre en compte l'impact, de l'équipement ou pas l'équipement, 2, de l'interaction entre l'individu et les autres visiteurs. Parce que, par définition, s'il y a du monde devant, on ne se met pas de la même façon face à un objet. Il y a des interactions qu'on doit prendre en compte, de même que dans l'interview, on le sait très bien qu'il n'y a pas d'interview neutre, c'est l'interaction entre l'intervieweur et l'interviewé qui donne une bonne partie des clés de l'interview en question. Donc voilà, c'est... Oui. Plus autre chose, pour moi, c'est aussi la question de la prise de décision, du point de vue de l'interprétation des images. Commencez parce qu'on n'a pas enregistré. Plus autre chose qui est celui de la prise de décision en ce qui concerne l'interprétation des images, puisque ce à quoi on réfléchit dans ces dispositifs d'apprentissage en mobilité, c'est voilà, une même image, la Joconde par exemple. Certains spécialistes vont la présenter d'une certaine façon, d'autres spécialistes d'une autre façon, c'est-à-dire pointer le regard vers tel ou tel aspect de l'image, encore plus sur Guernica que tu prenais tout à l'heure. Et là, voilà, on exerce un pouvoir d'influence dans cet apprentissage en mobilité. Et la question de savoir qui décide de la bonne interprétation qu'on fait passer aux visiteurs devient une question cruciale. Et notamment, comment peut-on gérer une forme de pluralisme interprétatif face à une même image dans ce genre de dispositif? Si déjà tu as entre 3 heures et 4 heures pour faire l'ensemble de la visite, je te dis pas la pluralité des explications et des positionnements. Les pauvres gamins, là, ils sont morts là, à la fin. Hein. Mais non, c'est compliqué. Hein, la gestion d'un audio-guide, je pense que il n'y a pas de parcours neutre. Voilà. Il n'y a jamais de parcours neutre. Je me souviens d'une discussion que j'avais eue au tout début avec l'équipe puisqu'on a travaillé beaucoup avec eux là, qui viennent d'ouvrir le musée de 9/11 à Ground Zero. Leur position, c'était chacun. J'avais posé la question, j'aurais dit, mais qu'est-ce que vous avez mis dedans? Qu'est-ce que vous souhaitez dire? Et la réponse, c'était, mais le visiteur vient avec ses propres questions et nous offrons des faits, enfin c'est l'illusion positiviste, quoi. Nous offrons les faits qui permettent à chaque individu de nourrir sa réflexion. Bon, bien sûr que non, bien sûr que non. On sait bien qu'il n'y a pas de faits vrais, enfin, l'organisation elle-même est un choix, un dispositif, donc on ne peut pas non plus dire on va faire un discours neutre sur un parcours qui lui-même est un choix. Donc voilà, on a fait un choix et on va expliciter ce choix. Je voulais vous demander quelque chose, mais vous l'avez peut-être dit, mais je ne l'ai pas entendu dans ce que vous avez dit. Dans ce que vous avez présenté, vous faites des choses qui sont très proches de ce qu'on fait à l'IRI, notamment en termes de catégorisation. J'ai beaucoup pensé à ce qu'on fait quand vous avez montré les nuages de tags en parlant de clusters, etc. Mais je me demandais, puisqu'il y a catégorisation par les personnes qui visitent le musée, est-ce qu'il y a une utilisation de ces données qui est d'une certaine manière rendue aux utilisateurs, ou en tout cas dans laquelle ils sont impliqués? C'est-à-dire, est-ce que les usagers du musée qui produisent des données construisent quelque chose explicitement, ou est-ce que les données qu'ils produisent sont utilisées par vous pour des études très intéressantes, mais qui laissent d'une certaine manière l'usager en amont des données et pas forcément en aval? Je ne sais pas si vous voyez ce que je... Si, je vois très bien. Oui, c'est votre dada, ça.
Non. Il n'y a pas les capteurs électroniques, je ne vais pas m'amuser à dire aux 400 000 Gugus, maintenant on va faire un retour et puis vous allez me dire, on va faire un happening à 400 000, rendez-vous sur les plages du débarquement. Non, on ne peut pas. En revanche, c'est pour ça que je ne veux pas... Enfin, c'est pas à moitié, c'est que, bien entendu, tout spécialement avec les élèves, et avec du eye tracking, mais pas simplement avec l'eye tracking. Avec les élèves, là, on s'inscrit dans un projet pédagogique. Il est évident que là, les profs, ils vont prendre en charge le dispositif pour leur propre outil pédagogique. Et donc, on va avoir du retour, là. Effectivement. Mais c'est la condition. Parce que pour les autres, à mon avis, ça va être plus compliqué. Le eye tracking, ça sera plus simple parce qu'effectivement, là, c'est explicite, une catégorie visée, on sait, etc. Quand c'est systématique et anonyme, je ne pense pas qu'on puisse faire grand-chose. Mais en revanche, eye tracking plus capteur sur population ciblée avec un entourage particulier, on a les questionnaires à la fin, mais ça, ce n'est pas un retour. Le vrai retour, c'est la prise en charge par les profs, ou bien même au sein d'ailleurs du musée, dans un projet pédagogique. Et y compris pour leur dire, regardez, un capteur, ça implique, voilà, c'est un devoir d'optique. Alors, le prof de physique va être intéressé. Et puis, il y a du calcul. Donc, le prof de maths va être intéressé, calcul intensif ou pas intensif, etc. Et puis, vous avez évidemment de l'histoire, de la psychologie, des sciences du vivant. Donc, voilà, c'est pour ça que quand ça rentre dans le projet pédagogique, là, on a un retour, et on aura un retour des élèves, certainement. Et sans doute des vétérans aussi, ou des familles de vétérans plutôt, parce que malheureusement les vétérans, les familles de vétérans, des retours de familles de vétérans certainement. Nous avons fait une exposition au Centre Pompidou, Traces du Sacré, dans laquelle nous avons essayé de mettre en place un dispositif qui est un petit peu différent dans la démarche, bien sûr, même très différent, où nous avions sollicité 6 ou 8, je ne sais plus combien, artistes, historiens d'art, critiques, écrivains, pour intervenir parcourir l'expo d'abord, tracer leur parcours et intervenir sur un certain nombre de lieux en émettant du discours en fait. Alors il y avait Marcel Gauchet, il y avait Michel Deguy, il y avait Catherine Perret, enfin bon, un artiste, je n'arrive plus à retrouver le nom, peu importe. Et nous sollicitions les visiteurs, le public, ensuite à entrer en discussion, après avoir lui-même parcouru cette exposition, entrer en discussion avec ces parcours-là. Et à inscrire ses propres parcours dans ces parcours-là, avec une technologie de prise de notes. C'est comme tu dis, c'est notre obsession, la notation. Parce que moi je pense qu'en fait c'est toujours en extériorisant qu'on intériorise. Il y a évidemment des régimes d'intériorisation extrêmement variés, mais l'intériorisation la plus aboutie, c'est celle qui conduit à l'extériorisation, pour soi-même d'ailleurs, le journal intime ou des choses comme ça, la lettre, y compris la lettre que cet officier nazi envoie à sa femme, etc. Et il se trouve que par ailleurs, bon, si je signale ça, c'est parce que moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans la démarche que tu mènes, et puis alors bon, il faut qu'on vous le dise, on est ensemble dans un truc qui s'appelle l'Institut B2V, c'est pas l'Institut, l'Observatoire des mémoires. B2V des mémoires. B2V étant une caisse de retraite. Nous travaillons ensemble avec notamment la personne qu'a nommé tout à l'heure Denis, et qui est Francis Eustache, qui dirige le laboratoire de psychoneurologie de Caen, qui est un gros laboratoire, une unité de l'INSERM importante. Et si j'y suis allé, c'est pour les mêmes raisons que Denis, parce que moi je crois aussi que, mais alors dans une approche qui est évidemment une approche de philosophe, donc ça passe encore par Simondon, excusez-moi, ça doit faire 20 fois que je cite, mais depuis le début, mais Simondon a un projet philosophique qui consiste à ruiner la séparation structurelle et disciplinaire et méthodologique entre psychologie et sociologie. Bon, ça part de ça. Enfin, c'est pas son point de départ d'ailleurs, mais disons que dans le livre qui a été publié d'abord sous le titre L'individuation
psychique et collective, où il parle énormément de la mémoire, ce qu'on appelle la mémoire sociale, mais il dénonce cette opposition comme étant une destruction de l'objet, en fait. Et ça, j'en suis absolument d'accord, et je crois qu'on est fondamentalement d'accord là-dessus. Bon, dans toutes ces réunions, dans toutes ces discussions que nous avons eues à travers une vingtaine d'interventions, à chaque fois, la question de l'analyse était en jeu. Le eye tracking, c'est de l'historiographie qui permet une analyse. C'est-à-dire qu'il faut, pour pouvoir analyser, il faut spatialiser, ce que je disais tout à l'heure. Pour produire du synoptique, et il faut qu'on arrive à un moment donné à transformer des événements qui se produisent dans le temps en des données qui sont appréhendables dans l'espace, dans un espace analytique. Ce qu'on a beaucoup soutenu, j'ai moi-même beaucoup dit ça, mais il n'y a pas eu que moi, c'est que par exemple ce que Kant appelle l'entendement, qui est la fonction analytique par excellence chez Emmanuel Kant, suppose des technologies qui lui permettent de s'exercer, sinon l'entendement ce n'est qu'une fiction philosophique. Et c'est pour ça que c'est ça l'idée de ces 3 journées de réflexion, c'était de mettre en évidence qu'il est maintenant absolument urgentissime de rendre compte des conditions matérielles. Certains ethnologues ou archéologues diraient matériologiques ou culture matérielle, hein, de cette capacité de l'entendement. C'est aussi ce qui a été beaucoup posé comme question à travers notamment les big data, la performativité des big data, l'effet que ces techniques d'analyse, quand elles sont socialisées par le marché dans la vie quotidienne des gens et que les gens les pratiquent eux-mêmes sans rendre compte forcément, ça transforme leur régime d'historicité en profondeur. Et la question se posant ici, c'est d'ailleurs pour ça que nous avons toujours cette obsession, nous, d'introduire, que ce soit dans le Trace du Sacré ou dans toutes sortes d'autres démarches avec le ministère de la Culture, etc., une réflexivité sociale, qui fasse que le social puisse s'emparer réflexivement de lui-même. Toutes ces technologies-là, tracking ou autres, participent de cette problématisation aujourd'hui. Et donc, quand tu parlais de eye tracking, d'analyse du bloc image-son, de lexicométrie, tout ça, ce sont des technologies analytiques qui posent à un moment donné le problème de la synthèse, de ce que j'appelais l'autre fois la raison chez Kant, puisque Kant pose que l'entendement est absolument orphelin, aveugle et impotent sans la raison. Donc la raison, c'est une faculté de synthèse. Ce que disait Franck Cormeret, qui est intervenu avant-hier, c'est juste pour que tu comprennes un peu le sens de sa question. Il a présenté un projet sur la mémoire et la mémoire des disciplines qui n'est pas éloigné de ce que dit Ishida. Enfin, Ishida l'a pas présenté dans ce qu'on a écouté aujourd'hui, mais par contre c'est ce que nous faisons avec lui, avec la bibliothèque de Todai, qui est une très très grosse université de Tokyo, hein, Todai. Le but c'est que la bibliothèque devienne un lieu transdisciplinaire, un lieu où les disciplines viennent travailler ensemble parce que les documents qui sortent ont des calques numériques qui deviennent des objets qui circulent, que les annotations sont mises en commun, que les disciplines partagent ces annotations, etc. Nous sommes avec lui en train de monter un atelier, je ne sais plus comment on appelle ça, un studio dans la bibliothèque pour cela. Et ça ressemble étrangement, où ils se sont jamais parlé, mais ça ressemble étrangement à ce dont tu parles. Et ce que disait Franck Cormeret, qui est à Paris, à Bordeaux 3, c'est que dans ces démarches-là, il y a des problèmes qu'il appelle de transprétation. Non pas interprétation, mais transprétation, c'est-à-dire de partage d'interprétation. Et ça croisait aussi des questions dont on a discuté avec Antoinette Rouvroy hier sur le concert des disciplines. Non pas pour fusionner les disciplines les unes dans les autres, faire que la neurophysiologie absorbe la neuropsychologie qui absorbe l'histoire ou je sais pas quoi, mais pour que les tensions se jouent. Et je voudrais terminer là-dessus. Bon, on a beaucoup parlé, tu as parlé de régime de mémorialité, tu as cité comme Hartog les régimes d'historicité, on a parlé des régimes de vérité ce matin et hier, en citant Foucault, etc. Et je crois que cette question aujourd'hui, ces différentes problématiques, mémorialité, historicité, vérité, nous devrions essayer vraiment de les aborder d'une manière un peu systématique. Moi, c'est une proposition que je fais pour Épistémé, si Épistémé est finalement retenu, parce qu'on ne le sait pas encore, mais que, par exemple, sur ce que tu disais et qui m'intéresse énormément, à propos de l'individu, disons, l'approche de la mémoire au niveau de l'individu avec des technologies comme celle du tracking ou d'autres, des technologies d'analyse individualisée.
et des processus d'analyse aussi qui, avec les big data d'ailleurs, alors là je parle de big data au sens strict, deviennent planétaires, enfin moi avec des processus de corrélation à l'échelle de milliards de données produites en temps réel, en permanence par les réseaux sociaux et autres, et la télé connectée, tout ça va introduire tout ça dans la télé en plus, hein. Bon, de plus en plus, ça va extrêmement vite. Je pense qu'il y a là des questions absolument fondamentales qui ne peuvent être abordées, à mon point de vue, que de manière transdisciplinaire, du type, par exemple, et je terminerai sur ce point, mais tu as dit quasiment ça pour moi, peut-être que tu ne te reconnaîtras pas dans ce que je vais dire, cela dit, mais si on lit Marianne Wolf, que j'ai souvent cité, que Ishida a beaucoup cité aussi tout à l'heure, et Marianne Wolf qui étudie, alors là, elle fait du tracking dans les cerveaux, elle, voilà, elle fait de l'imagerie cérébrale, bon. Si on prend vraiment au sérieux ce qu'elle dit, à mon point de vue, dans Proust and the Squid, ce qu'elle montre, c'est que ce qui se constitue dans le cerveau n'a pas de sens en dehors de sa réticulation avec d'autres cerveaux, c'est-à-dire en dehors du processus de transindividuation, ce que nous appelons nous de la transindividuation. Et ça pose des problèmes d'épistémologie absolument fantastiques pour les historiens, mais aussi pour les neurologues, pour les philosophes. Hein. Et c'est aussi, ça apporte aussi des éclairages sur la pédagogie, sur la recherche. Et je pense que le projet Épistémès, si on le mène, devrait aussi servir à ça. Et nous permettre d'avancer, de rouvrir toutes sortes de questions, d'ailleurs, qui, aujourd'hui, je crois, moi, arrivent à un point de maturité. Non pas un point de fusion, mais un point de maturité. Lorsque Vincent Minier, qui est maintenant parti, est intervenu et a présenté ses démarches en astrophysique, c'était absolument passionnant, parce que on voyait comment les technologies des médias servent aujourd'hui à l'astrophysique et à faire de la recherche scientifique. Ce sont vraiment les technologies des médias. Au départ, ce sont les médias qui ont développé tout ça. Et comment ces recherches astrophysiques sont reprises par le circuit des médias et comment tout cela constitue un autre type de circuit. Mais en fait, ce sont des circuits. Voilà. Et ça pose des problèmes qui ne sont pas les mêmes que ceux que tu poses, mais en même temps qui sont quand même vraiment proches, en tout cas d'une manière... en termes d'homologie de structure. Voilà. Et pour moi, et je m'arrête là-dessus, c'est ce qui est l'enjeu de tout cela, c'est la réflexivité sociale. C'est-à-dire comment, à un moment donné, le sujet numérique, disons, le sujet automatique, si on a envie de l'appeler comme ça, passe du sujet de fait au sujet de droit. Parce que la réflexivité, c'est ce qui permet de passer du fait, ce dont parlait hier Antoinette Rouvroy, au droit, c'est-à-dire à quelque chose dans quoi on se reconnaît comme une normativité qui constitue une époque où on reconnaît la loi, etc. et qui aujourd'hui semble être quand même assez bousculée par toutes ces technologies. Alors, je voulais dire ça, mais vous avez le droit de reprendre la parole. Si vous ne la reprenez pas, je fermerai le séminaire en tant que président de séance avec mon autorité performative. Personne ne veut la parole, ben c'est absolument... Si ? Non. Oui, Jean-Paul, je t'avais pas vu. Ça m'étonnait que tu n'aies pas encore parlé, Jean-Paul. Non, tu sais que je parle pas souvent. Mais c'est toi qui m'as donné l'envie de dire d'abord que je partageais totalement ce que tu viens de dire. Et en réfléchissant à ces 3 jours qui ont été passionnants, hein, j'avais envie, ce sera peut-être un propos un tout petit peu décalé par rapport à ce qui a été dit, mais c'est complémentaire, je le vois comme complémentaire. Tu as insisté beaucoup sur la question de la recherche-action, à plusieurs reprises, Olivier aussi d'ailleurs, vous êtes... oui, je pense que c'est nécessaire parce qu'il y a des questions d'urgence, il y a des questions de rapidité, il faut aller vite et puis il n'y a que la recherche-action qui permet un certain nombre de choses au plan épistémologique. Et dans ce lien, puisque tu as tenté toujours de le faire pendant ces 3 jours, entre refonder l'épistémologie de l'enseignement supérieur et de la recherche et l'épistémologie du numérique, je pense néanmoins qu'il nous faut consentir, je ne sais pas si je devrais me tourner vers Eva Kruk pour cela, il nous faut consentir aussi des travaux... j'allais dire, d'historiographie relative à des objets qui sont au cœur des questions qu'on pose, par exemple. La question, par exemple, hein, et peut-être que je vais enfoncer des portes ouvertes, mais je ne suis pas totalement sûr, des histoires de l'algorithme, y en a-t-il ?
des histoires culturelles de l'algorithme, des histoires nationales peut-être de l'algorithme, des histoires linguistiques, des histoires professionnelles de l'algorithme. Je ne suis pas sûr qu'on dispose suffisamment d'éléments là-dessus. Au fond, les travaux, pourquoi est-ce qu'on est très heureux d'avoir des travaux de philologues tels que Clarisse Efren-Schmidt, ou du philosophe Jean Lassègue, ou du mathématicien Giuseppe Longo, etc. C'est parce que, précisément, ils nous apportent quelque chose. J'ose pas parler de regard brodélien, de long regard à travers l'histoire, mais c'est un petit peu ça. Et à mon avis, il faudrait pousser quand même beaucoup pour avoir des travaux de recherche historique sur l'algorithme. Deux autres idées dans la même perspective, et je vais très vite. Tu pourrais parler dans l'axe, peut-être. Ah oui, pardon. Je me demande si on soutient suffisamment des travaux, je veux dire des séminaires, des publications, des historiens de la statistique. Le nom d'Alain Desrosières a été énoncé hier ou avant-hier. Voilà, il a montré la voie, il n'est plus là. Est-ce qu'il y a du monde derrière? Je suis pas sûr. Il faut qu'il y ait du monde derrière. Et en plus, c'était bon dans une perspective très intéressante. Il faut qu'elle vienne. Il y a d'autres perspectives qui peuvent être envisagées aussi. Donc, soutenir les historiens de la statistique. Et je ne confondrai pas non plus, et ça c'est peut-être effectivement le statisticien à l'origine, le statisticien qui fait cette distinction, l'histoire des probabilités, d'une part, et du calcul des probabilités, est différente de l'histoire de la statistique. Bien sûr, elles ont des liens, ça va de soi, mais elles sont différentes. Il faut savoir les distinguer. Et il y a des gens qui travaillent sur l'histoire et des probabilités, et du calcul des probabilités. Je crois qu'il faut les impliquer dans un projet, par exemple, comme Épistémé ou d'autres. Absolument d'accord. On avait d'ailleurs prévu au départ de faire avec Christian Forêt quelque chose sur la statistique et probabilité, mais finalement il n'a pas pu se libérer parce qu'il a des obligations professionnelles. Il était déjà intervenu 2 fois d'ailleurs sur ce thème, pas ici mais dans l'Académie d'été de Pharmacon. Vas-y. Simplement préciser que c'est d'autant plus important que la probabilité est au cœur de la plupart des techniques entre guillemets qui sont évoqué là, et en particulier tout ce qui est textométrie, lexicométrie, il y a derrière toujours des modèles probabilistes et du rapport à une sorte de distribution normale, et c'est l'écart par rapport à ces distributions normales qui est calculé par les probas et qui nous permettent de comprendre la singularité, la spécificité de tel ou tel émetteur. La représentation de l'aléa, l'histoire c'est très ouais. On sait pas grand-chose. Eva. Oui. On vous apporte un micro. Je voudrais juste ajouter à la liste des disciplines quelque chose sur quoi je suis tombée récemment, la philosophie de l'informatique. Où je suis tombée sur, je vais faire une citation approximative d'un philosophe qui s'est intéressé au système Unix et qui dit à un moment, avec le système Unix, tout ce qui agit est processus, tout ce qui existe est fichier. Et je pense que ça il faudrait creuser par rapport à ce que les outils informatiques peuvent faire pour tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Oui, on en est bien d'accord. D'ailleurs, on a travaillé avec Harry Alpine, Alexandre Monin et un certain nombre d'autres aussi sur ce qu'on appelle le Philosophical Engineering au W3C. Et il y a un livre qui est paru. Bon, Harry Alpine travaille beaucoup là-dessus. Il travaille avec nous, en l'occurrence. Qui était le français, vous vous en souvenez? D'accord. Bon, merci à vous tous. Merci encore, Denis. Merci et bravo. Et puis, à bientôt. Au mois de décembre, vous êtes bienvenus au Centre Pompidou, les 5 et 6 décembre, je crois. Voilà.